On se donne un groupe G qui va être d'ordre 15 et on va démontrer que G est forcément abélien. Alors on peut aller un petit peu plus loin, en fait, un tel groupe est forcément cyclique, mais je vais m'en tenir à la conclusion que G est abélien. Donc je vais essayer de faire en sorte que la démonstration soit la plus élémentaire possible, et en particulier, donc, je vais éviter le théorème de Cauchy. Donc qu'est-ce qu'il dit le théorème de Cauchy? Pour un groupe, il dit que si un groupe fini est d'ordre divisible par un entier premier P, alors ce groupe contient un élément d'ordre P. Et puis je ne vais pas utiliser les théorèmes de Sylow. Par ailleurs, tous les groupes vont être notés multiplicativement. Alors quels sont les prérequis? Eh bien, déjà, je vais avoir besoin du centre d'un groupe, donc ça se note Z de G. C'est donc l'ensemble des éléments de G qui commutent avec tous les éléments X de G, donc tels que Gx égale XG. Il est bien connu que le centre d'un groupe est un sous-groupe distingué. Alors, les prérequis, quels sont-ils? Le premier prérequis, c'est le résultat selon lequel, si je quotiente G par son centre et que le quotient est un groupe monogène, alors on peut en déduire que le groupe G est abélien. Donc ça, c'est un résultat qui est prouvé dans une vidéo antérieure pour laquelle je mettrai un lien en description. Le deuxième prérequis, c'est l'équation aux classes. Donc je vais supposer que le groupe G est fini. Et que nous dit l'équation aux classes? Elle nous dit que l'ordre de G, c'est la somme de l'ordre du centre de G et des cardinaux des classes de conjugaison non singulière. Donc plus la somme pour k allant de 1 à p, en admettant qu'il y ait p classes de conjugaison non singulière. Donc je vais considérer des représentants xi de ces classes. Donc ici, on a donc la propriété que le cardinal de la classe de xi, alors c'est déjà différent de 1, et d'après le théorème qui donne l'équation aux classes, ce cardinal, il vaut l'ordre de G divisé par l'ordre du centralisateur de xi. Donc je rappelle ce que c'est. Donc la notation c'est C indice A, où petit a est un élément de G. Donc le centralisateur de A, ou je vais plutôt dire le commutant de A, c'est l'ensemble des éléments petit g de grand G, tels que GA soit égal à AG. Et donc ça, facilement, c'est un sous-groupe de G. Donc on notera en particulier, on en aura besoin, que le cardinal d'une classe de conjugaison divise toujours l'ordre du groupe. Bien, je reviens donc à notre groupe G d'ordre 15. Et en fait, on va faire une discussion suivant l'ordre du centre du groupe. Donc le centre du groupe, c'est un sous-groupe de G. Donc d'après le théorème de Lagrange, l'ordre du centre est un diviseur de l'ordre du groupe, donc de 15. Et par conséquent, ça veut dire que l'ordre du centre de G, eh bien c'est 1, 3, 5 ou 15. Donc on va regarder les cas les uns après les autres. Premier cas, le centre de G est d'ordre 15, c'est-à-dire l'ordre du groupe. Donc là tout va bien, ça veut dire que le centre de G, eh bien c'est G lui-même, et donc ça entraîne que G est abélien, et c'est la conclusion à laquelle on souhaite parvenir. Deuxième cas, le centre de G est d'ordre 5. Alors là, on va appliquer le rappel, le premier rappel. On considère le groupe quotient donc, de G par son centre, et on regarde l'ordre.
Donc c'est le quotient des ordres, donc c'est l'ordre de G divisé par l'ordre du centre. Ça fait donc 15 divisé par 5, ça fait 3. 3 est premier, donc le groupe quotient est cyclique. Et donc on peut appliquer le rappel. Donc d'après le rappel, on en déduit que le groupe G est abélien. Et ça voudrait donc dire que le centre de G serait d'ordre 15, alors qu'on a supposé qu'il était d'ordre 5, donc c'est une contradiction. Ça veut dire que le centre de G ne peut pas être d'ordre 5. Le cas où le centre de G est d'ordre 3 est totalement analogue, c'est le même raisonnement. Le quotient va être le nombre premier 5 et on pourra conclure exactement de la même façon. J'en viens au dernier cas, c'est le cas où le centre est d'ordre 1, c'est-à-dire que le centre est trivial. Et c'est maintenant que l'équation classe va nous rendre service. Donc j'écris l'équation classe, l'ordre de G c'est 15. C'est donc la somme de l'ordre du centre de G, donc on vient de voir que c'est 1, plus la somme des cardinaux des classes de conjugaison non singulière. Donc on va dire qu'il y a k classes de conjugaison que je vais appeler oméga 1, etc. Et oméga k. Donc je suppose que quel que soit i, le cardinal de oméga i est différent de 1. Alors, comme on l'a rappelé tout à l'heure, le cardinal d'une classe de conjugaison divise l'ordre du groupe. Donc, ça veut dire que le cardinal de la classe de conjugaison oméga i, eh bien, alors il ne peut pas valoir 1, parce qu'on a vu que son cardinal était, la classe n'était pas singulière. Donc, c'est un diviseur de 15, donc ça peut être 3, 5 ou 15. Alors, ce cas 15 est exclu. Pourquoi? Parce que l'équation aux classes nous montre que le cardinal de oméga i est supérieur ou égal à 15 moins 1, c'est-à-dire 14. Et donc, ça exclut effectivement le cas 15. Donc ça veut dire que le cardinal d'une classe de conjugaison, c'est 3 ou 5. Donc je vais faire l'hypothèse qu'il existe alpha classe de cardinal 5, et puis qu'il existe bêta classe de cardinal 3. Et à ce moment-là, je réécris l'équation aux classes. Donc ça fait 15 égale 1, plus donc le nombre d'éléments qui appartiennent à une classe de conjugaison de cardinal 5, donc ça fait 5 alpha, et puis de même plus 3 bêta. Donc l'équation devient 5 alpha plus 3 bêta égale 14. Alors on voit tout de suite que alpha, il appartient forcément à l'ensemble 0, 1, 2, à partir de 3, c'est trop grand. Et donc j'en déduis que 3 bêta, qui vaut 14 moins 5 alpha, prend les valeurs suivantes. Donc 14 moins 0, 14. 14 moins 5, ça fait 9. Et puis 14 moins 10, ça fait 4. Je cherche un multiple de 3 puisque j'ai 3 bêta. Je vois donc que forcément 3 bêta est égal à 9, donc bêta est égal à 3, et ça correspond au cas qui est au milieu, donc c'est alpha qui vaut forcément 1. Donc ça veut dire que si je fais un petit dessin qui représente les classes de conjugaison, donc là j'ai G, je vais avoir ici la classe du neutre, qui est une classe singulière, hein, c'est le centre. Et puis je vais avoir donc une classe de conjugaison et une seule qui contient 5 éléments. Donc voici les 5 éléments. Et puis il va me rester 3 classes qui contiennent chacune 3 éléments. Donc voici la deuxième. Et voici la dernière classe. Alors je vais leur donner un nom. Je vais appeler oméga 1
la première, et puis oméga 2, oméga 3 et oméga 4, les classes de conjugaison de cardinal 3. Maintenant, on va s'intéresser aux ordres des éléments de chacune des classes de conjugaison. Donc on sait que des éléments d'une même classe de conjugaison ont tous même ordre. Donc on va commencer par l'ordre des éléments de la classe de conjugaison oméga 1 qui est constituée de 5 éléments. Donc on va prendre petit g dans cette classe de conjugaison et on va tout simplement appliquer la formule de l'orbite qui nous dit que le cardinal de la classe de conjugaison, eh bien c'est le quotient de l'ordre de G par l'ordre du commutant de G. Alors, l'ordre de G, c'est 15, et puis pour oméga 1, c'est 5. Donc, on déduit de tout cela que l'ordre du commutant de G, eh bien, c'est 15 divisé par 5, c'est 3. Et de là, on va facilement en déduire l'ordre de G, parce que l'élément petit g, il appartient toujours à son commutant, puisque G commute avec lui-même. Par conséquent, j'en déduis que l'ordre de G va diviser l'ordre du commutant de G. Donc on vient de voir que c'est 3. Là, j'ai juste appliqué un corollaire du théorème de Lagrange. Et donc j'en déduis que l'ordre de G est un diviseur du nombre premier 3. Donc c'est soit 1, soit 3. Et l'ordre de G ne peut pas être 1, parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que G serait le neutre de G, et le neutre de G n'est pas dans la classe de conjugaison oméga 1. Par conséquent, on en déduit que l'ordre de G, eh bien, c'est 3. On va faire la même étude pour les autres classes de conjugaison, oméga 2, oméga 3, oméga 4. Donc ces classes de conjugaison sont constituées de 3 éléments. Donc le raisonnement est le même. Je prends un élément petit g appartenant à l'une de ces classes, et puis j'applique la formule de l'orbite. 3, c'est l'ordre de g divisé par l'ordre du centralisateur de petit g. Donc ça nous fait 15 divisé par l'ordre du centralisateur, et j'en déduis que le centralisateur de G est d'ordre 15 divisé par 3, c'est-à-dire 5, et c'est exactement le même raisonnement. On en déduit, sachant que petit g appartient au centralisateur de G, on en déduit que l'ordre de petit g est égal à 5. Donc l'étude des ordres des éléments de G est terminée. Je vais pouvoir revenir à mon dessin de tout à l'heure, et je vais compléter en indiquant l'ordre des éléments par classe de conjugaison. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 classes. Donc la première, c'est uniquement le neutre, donc l'ordre c'est 1. On a vu que pour oméga 1, l'ordre de chaque élément c'était 3. Et puis pour les 3 autres classes de conjugaison, on vient de voir que c'est 5. Donc en particulier, on voit qu'il existe exactement 5 éléments d'ordre 3 qui sont dans oméga 1. Donc pour résumer ce qu'on vient d'observer, on peut affirmer que si je considère l'ensemble des éléments petit g de grand G qui sont d'ordre 3, eh bien cet ensemble est de cardinal, donc 5, puisque c'est le cardinal de la classe de conjugaison oméga 1. Maintenant, plus généralement, soit L un groupe fini, on va s'intéresser au nombre d'éléments d'ordre 3 de L. Donc je vais désigner par n indice 3 de L, donc le cardinal de l'ensemble des éléments petit g de L qui sont d'ordre 3. Et on va démontrer que ce nombre d'éléments d'ordre 3, eh bien que c'est un nombre pair, autrement dit qu'il est congru à 0 modulo 2. Donc pour cela, on va se donner deux sous-groupes H et K de L. On va supposer qu'ils sont tous les deux d'ordre 3. Et on va montrer que s'ils sont distincts, donc si H est différent de K,
Alors, H et K s'intersectent trivialement, donc ils s'intersectent en le neutre de L. Donc c'est à peu près évident, ça vient du fait que 3 est premier, mais considérons un élément X appartenant à l'intersection de H et de K, donc ça veut dire que, entre autres choses, X appartient à H, donc ça veut dire, d'après un corollaire du théorème de Lagrange, que l'ordre de X divise l'ordre de H, qui est égal à 3. Donc cet élément, je vais le supposer différent du neutre, et donc ici, puisque X est différent du neutre, c'est que l'ordre de X ne peut pas être égal à 1, donc il est égal à 3. Par conséquent, ça veut dire que le groupe H est d'ordre 3 et cet élément est d'ordre 3. Donc j'en déduis, puisque le sous-groupe engendré par X est un sous-groupe de H et qu'ils ont tous les deux le même ordre, j'en déduis que, en fait, le sous-groupe engendré par petit x est égal à H. Et si je fais exactement le même raisonnement avec K au lieu de H, eh bien j'en déduis que le sous-groupe engendré par x est égal à K, et ça contredit le fait que H et K étaient distincts. Donc ça veut dire que l'hypothèse que j'avais faite selon laquelle x est différent du neutre est absurde, et donc on a bien prouvé que l'intersection de H et de K est réduite à l'élément neutre. Maintenant, considérons tous les sous-groupes H de L qui sont d'ordre 3. Donc cet ensemble de sous-groupes, on va dire qu'il est constitué de K sous-groupes 2 à 2 distincts, donc H1, H2, etc., HK. Alors, d'après ce qui précède, ces sous-groupes se répartissent selon le schéma suivant. Tous les sous-groupes HI contiennent le neutre, et puis là je vais dessiner donc H1. Donc H1, il est constitué de deux éléments, il y a, disons, H1 et puis son inverse. Et puis je vais avoir H2 qui est ici, qui va être constitué de H2 et puis de son inverse, et ainsi de suite jusqu'au dernier sous-groupe, donc c'est HK, qui contient un élément petit hk et puis son inverse. Donc tous ces sous-groupes sont inclus dans L. Maintenant, soit X un élément de L que je vais supposer d'ordre 3. À ce moment-là, ça veut dire que le sous-groupe engendré par X eh bien, est d'ordre 3. Et donc, comme j'ai la liste de tous ces sous-groupes, ça veut dire qu'il existe un certain indice I, tel que le sous-groupe engendré par X soit HI. Et bien sûr, ce sous-groupe contient petit x. Par conséquent, ça veut dire que tous les éléments d'ordre 3 sont inclus dans la réunion des HI. Maintenant, si je regarde n'importe quel groupe, sous-groupe HI, ces éléments sont tous d'ordre 3, sauf le neutre. Par conséquent, si j'appelle n indice 3 de L le nombre d'éléments d'ordre 3 de L, il vaut, avec les notations précédentes, il vaut 2 fois K, et donc effectivement c'est bien un entier pair. Maintenant, si on revient à notre groupe G, donc d'ordre 15, on avait vu que le nombre d'éléments d'ordre 3 de G, c'était donc le cardinal de la classe de conjugaison oméga 1, c'était formé de 5 éléments, et 5 n'est pas un entier pair. Donc on obtient une contradiction. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'hypothèse qu'on a faite sur le centre, à savoir que le centre de G est trivial, eh bien ceci est absurde. Donc finalement, de tous les cas examinés, le seul qui subsiste, c'est le cas où le centre est d'ordre 15, autrement dit, qui signifie que le centre de G est égal à G, autrement dit que G est abélien, et c'est bien ce que nous voulions prouver.